Aujourd'hui, Vue sur Terre part à la découverte du sultanat d'Oman, à l'extrême sud de la péninsule arabique. C'est l'Orient des mille et une nuits. Les Romains l'appelaient l'Arabie heureuse. C'est aussi le territoire des Bédouins, jadis nomades. Bédou en arabe signifie habitant du désert. À l'extrême sud du pays, le Dhofar abrite un précieux trésor, l'encens. Mohsin est docteur en biologie. Il consacre à la protection de l'arbre à encens le plus clair de son temps. Il y a 2000 ans, les habitants ont fait fortune et ont rayonné de par le monde grâce au commerce de l'encens. Saïd est un bédouin des montagnes. Il vit dans le Hajar. Ce sont les reliefs qui longent le golfe d'Oman. Saïd, c'est l'homme d'autres arbres. Comme ceux qui l'ont précédé, il maintient des liens essentiels avec la nature. Saïd vit seul, au rythme de ses palmiers. Il en prend soin. C'est tout ce qu'il possède. Il vit au cœur même des arbres. Ahmed et son fils vivent à Balatsit, dans le Djebel al-Akhdar, littéralement la montagne verte. S'il y a du vert, c'est qu'il y a de l'eau. Elle est acheminée grâce au félag, un système d'irrigation vieux de 5000 ans. Autrefois, des hommes ont détourné l'eau des sources pour irriguer leur culture. Ils ont réussi à s'adapter là où rien n'aurait dû vivre. Ahmed est maître de l'eau, le gardien du savoir et de la mémoire. Nous préférons maintenir le dispositif tel qu'il a été créé à l'origine. Nos anciens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Dans l'Antiquité, les caravanes traversaient les déserts du sud de l'Arabie. Le Roub al-Khali, le désert des déserts, est situé au nord du Dhofar. C'est une frontière naturelle entre Oman et le Yémen, l'Arabie saoudite et les Émirats. Dans cette immensité, nous ne sommes que des particules minuscules, des quantités négligeables. Quand vous vous retrouvez dans une grande ville, dans une capitale, et que vous avez des gens autour de vous, vous sentez du mouvement. Mais là, à perte de vue, rien. Nous sommes insignifiants face à l'immensité du désert. Le désert est immense, infini, et nous sommes bien petits dans ce monde. Je m'y sens bien. Je suis en communion avec ce lieu. Le désert m'apporte la sérénité et la paix. Mohsin est un fils de ces hommes du désert. Il a reçu en héritage toute l'histoire de son peuple. À l'origine, les Bédouins sont des éleveurs nomades. Ils se déplaçaient avec leurs chameaux. Dans cette errance, ils affrontaient la faim, la soif, la morsure du soleil. La terre trop aride ne permettait pas de séjourner longtemps au même endroit. La végétation était trop pauvre. Être nomade, c'était pour ces hommes moins un mode de vie qu'une lutte pour survivre. Autrefois, ce sont les Bédouins du désert qui ont tracé les routes des caravanes. Ils traversaient ces étendues infinies de sable avec leurs précieuses marchandises, l'encens. Les historiens racontent que la route de l'encens passait là et traversait le Roub al-Khali. Donc je vous laisse imaginer la difficulté de ce périple. En même temps, on peut aussi imaginer à quel point l'encens était important, au point où certains allaient jusqu'à risquer leur vie dans un tel voyage. Les Bédouins parcouraient des milliers de kilomètres avec leurs précieux chargements. Même aujourd'hui, avec tous les moyens modernes, ce n'est pas vraiment facile de traverser ce désert. Imaginez alors les caravanes à cette époque lointaine. À l'époque, la difficulté du voyage augmentait la valeur de l'encens. Son prix pouvait atteindre celui de l'or. La destinée des tribus nomades était liée à ce trésor que tous les pays du monde convoitaient. L'histoire de l'encens commence ici, dans le Dhofar, à l'extrême sud d'Oman. Ces arbres sauvages sont gorgés d'une résine au parfum reconnaissable entre tous, l'encens.
De nos jours, l'oliban, c'est le nom du parfum de l'encens, demeure incontournable. Dans le Dhofar, il brûle nuit et jour. Sa présence, dit-on, éloigne les esprits. Il assainit l'atmosphère et il purifie les âmes. Il accompagne les rituels de bien des cultes. Cette mémoire, Mohsin en est le dépositaire. Sa famille possède des arbres. C'est là que commence l'histoire de l'encens, dans le Nejdj, non loin du Yémen. C'est le temps de la récolte. Beaucoup disent que dans le Nejdj, on trouve l'encens le plus pur au monde. Je blesse l'arbre, alors il pleure. Donc là, ce sont les larmes de l'arbre. Et pour qu'il produise, il faut que je le blesse encore et encore. L'arbre souffre, mais c'est pour nous rendre heureux. Bien sûr, cet arbre, on ne le trouve que dans la région. Cet arbre ne pousse qu'autour de la mer d'Arabie. Donc notre responsabilité en tant qu'Arabes originaires d'ici, parce que l'arbre pousse chez nous, notre responsabilité c'est de le protéger, de faire en sorte que l'arbre continue à pousser dans la région, comme le font d'autres pays avec leurs plantes. Les endroits que je préfère, que j'aime explorer, sont ceux où pousse l'arbre à encens, dans les montagnes du Dhofar. Cet arbre pousse dans des endroits auxquels je suis attaché, que j'affectionne depuis mon enfance. Voilà pourquoi je me sens en paix ici. Devenu docteur en biologie, Mohsin explore le Nejdj. C'est une quête à la fois scientifique et intime. Je suis serein quand je suis seul au milieu de la nature, dans les montagnes, dans les déserts ou sur les plages. Oui, je me sens en paix. Je sens que c'est ma place, l'endroit où je dois naturellement être. Ce sentiment, je ne l'ai pas quand je suis en ville, uniquement quand je m'en éloigne. Impossible de pénétrer dans ces contrées sauvages autrement qu'à pied. Certaines parties de ces reliefs sont encore inexplorées. Mohsin consacre tout son temps libre à l'étude et à la compréhension du Boswellia sacra, nom scientifique de cet arbre. L'encens coule dans mes veines, dans le sang de mes ancêtres, dans le sang de notre histoire. C'est inscrit là, dans notre chair. De l'Arabie s'exhale une odeur divinement suave. Ces mots sont d'Hérodote, historien grec qui vécut au IVe siècle avant notre ère. Si Hérodote a pu connaître l'encens dès l'Antiquité, c'est que l'oliban traversait déjà les mers et les déserts. Les routes de l'encens étaient soit terrestres vers l'Europe, soit maritimes vers l'Inde, la Chine
ou l'Égypte. Dès l'Antiquité, ces routes relient Oman au pays de la Méditerranée, vers les cités de l'Extrême-Orient par l'océan Indien. Le Dhofar devient célèbre en tant qu'exportateur d'encens. Les marins omanais deviennent alors des navigateurs hors pair. On leur doit les premiers instruments comme le sextant. Ils ont posé les bases de la navigation moderne. L'encens a voyagé partout, du fin fond de l'Asie au cœur de la Chine. Il a franchi les frontières, même les plus fermées. Il a ouvert les portes de citadelles imprenables. L'Oliban, ce parfum aux 1000 mystères, a pénétré jusqu'au cœur de la cité interdite. Les routes de l'encens racontent cette histoire. Elles ont relié les hommes entre eux. Elles ont tissé des liens, réuni des peuples et leur culture. Grâce aux caravanes et aux marins, l'Oliban accompagnait les rites et les prières par-delà le monde et les continents. Ces ruines témoignent d'une légende encore vivante. Nous sommes dans la citadelle de Soumouram, d'où autrefois l'on exportait l'encens vers le reste du monde. C'est un port historique. C'est par là que l'encens partait vers les confins de l'Europe, la mer Méditerranée, l'Asie de l'Est et la Chine. Cet endroit, c'est un lien historique avec d'autres civilisations. La civilisation grecque, la civilisation méditerranéenne. La mythologie grecque mentionne Soumouram. Ça montre qu'il y avait déjà des échanges entre ce port et les grandes routes commerciales. À l'époque, ces civilisations voulaient s'emparer de l'encens. Des conquêtes ont été entreprises pour en ramener. Alexandre le Grand, par exemple, est venu jusqu'à Oman. Si l'encens du Nejdj est unique, c'est que nulle part ailleurs en Arabie on ne retrouve le même microclimat. Une fois par an, le Dhofar reçoit la mousson de l'océan Indien. Mais l'arbre à encens a surtout besoin d'aridité et de soleil. Plus la chaleur est forte, plus son parfum est concentré. Les arbres à encens demandent un climat particulier. Ni l'humidité, ni le temps trop frais d'ailleurs ne lui conviennent. Il pousse dans des régions plutôt sèches, arides, mais pas totalement désertiques. Les vents de saison jouent aussi leur rôle. Mohsin se dirige vers Manzala, à une journée de route. Le nom veut dire territoire des arbres. Là-bas, Mohsin connaît un homme dont la tribu possède encore des arbres vieux de 500 ans. Toute sa vie, cet homme, un bédouin lui aussi, a travaillé dans cette région reculée. J'ai vu que tu avais un troupeau de chameaux. J'en cherche un pour quelques jours. C'est possible d'en choisir un? Je dois me rendre à Manzala. Viens voir, j'en ai un qui peut te convenir. Dans cette région, le chameau est resté indispensable, car les pistes sont impraticables en voiture ou même pour toute autre monture.
Là, on a chargé tout ce dont nous avons besoin. Des vivres, de l'eau, des couvertures, tout ce qu'il faut pour tenir une semaine de voyage. En bas de ce canyon, le site légendaire de Manzala. C'est là qu'au Moyen-Âge, l'encens se vendait. Les marchands venaient jusqu'ici l'acheter directement aux familles qui possédaient des arbres, avant que ne commence un autre voyage. Si l'encens est connu très tôt à travers le monde, l'arbre demeure mythique. Loin des côtes, les sites de production étaient tenus secrets. Manzala renferme encore ce mystère. السلام عليكم. مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا. ايش حالك؟ عساكم طيبين؟ الحمد لله. Je suis venu voir comment vous récoltez l'encens. Montrez-moi la vieille méthode, celle que vous tenez de vos aïeux. On a toujours fait comme ça. Ça, ce sont des entailles. Après les entailles, on attend 20 jours que la sève s'écoule. Après 20 jours, c'est la première couche de résine qui apparaît. On la récolte, puis on s'arrête à la 4e entaille. C'est pareil pour tous les arbres? Non, certains ne donnent rien, même après la 4e entaille. Alors il faut abandonner. Et l'encens que vous récoltez ici, comment il est? La résine s'écoule de haut en bas. Plus sa couleur est claire, mieux c'est. La meilleure, c'est celle que l'on récolte en premier. Les Bédouins du désert ne parlaient pas arabe, mais un dialecte qui leur était propre. De nos jours, cette langue est toujours parlée. À Oman, même si les temps changent, le pays reste une terre de tradition orale. Pour assouvir sa quête du savoir, Mohsin doit écouter les récits des anciens. Il y a beaucoup d'arbres ici. Nous connaissons Manzala depuis toujours. On se répartit les arbres de tout le wadi. Manzala, ça veut dire le pays des arbres. Chacun a son territoire. Tout le monde connaît et respecte ses limites. C'est la tradition depuis toujours. C'est la coutume, vous voulez dire? Oui. Il est nécessaire de respecter cette tradition, car toute notre vie repose sur l'encens. Vraiment. Pas seulement pour ma famille, mais pour toutes les familles de Manzala. Toutes. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura des hommes. Dans ces vallées silencieuses, seules résonnent les paroles des Bédouins. Au sud, le Dhofar borde la mer. Ses rivages sont ceux de la mer d'Oman et de l'océan Indien. Scheherazade s'en inspire. On imagine Simbad le marin sillonner ces océans et y vivre ses aventures fantastiques. Mohsin possède quelques arbres. Il les a reçus en héritage. Avec son neveu, il en étudie toutes les caractéristiques. Lui aussi transmet peu à peu ses connaissances et souhaite éveiller les regards. هذا 45 حتى هنا قيس مرة ثانية كم؟ 49
En ce moment, les arbres souffrent beaucoup de maladies. Ils ont des parasites. Regarde ces insectes. Il faut savoir pourquoi ils sont là et trouver quelles sont les causes du problème. Pourquoi là, c'est sain et là, non. Il y a d'autres parasites qui colonisent l'arbre. Là aussi, il faudrait savoir. Quand on fait trop d'entailles, l'arbre est affaibli et il est envahi par les insectes. Apprendre, transmettre, c'est la mission que s'est donnée Mohsin. La connaissance de l'arbre à encens sera sa contribution à cette histoire 2 fois millénaire. C'est la fierté de ce fils de bédouin, un homme du désert. Le savoir n'a pas de limite. Mais j'espère qu'avant de quitter ce monde, j'aurai apporté quelque chose et fait un pas important dans la connaissance scientifique de cet arbre. Mohsin poursuit l'histoire des Bédouins. Il nous transporte dans les mystères de l'Orient, de l'encens et des 1001 nuits. Plus vaste que la France, le Roub al-Khali recouvre un quart de la péninsule arabique. Cet espace libre a forgé l'identité de l'Arabie et de ceux qui y vivaient. C'est une ultime frontière, défendue par le vide et les vents. Pour les Bédouins, c'est le désert des déserts. Terre hostile et aride, il n'y pleut jamais. Il peut y faire 60 degrés la journée, moins 10 la nuit. Les dunes s'y déplacent en quelques heures, poussées par la seule force des vents. Arthur Rimbaud, poète. À la fin du 19e siècle, il a 26 ans, il répond à l'appel du désert. Pendant les dernières années de sa vie, le voyageur parcourt ces vastes étendues à pied, à cheval, à dos de chameau. Son ami Verlaine lui trouve alors un autre nom, l'homme aux semelles de vent. Il y a quelque chose qui m'est impossible. C'est la vie sédentaire. Dit et répète Rimbaud. Dans le désert, on ressent la faim, la soif, la morsure du soleil, la sécheresse. On se perd soi-même sans savoir si on survivra. Royaume de quelques fous, chercheurs d'absolu, avec quelque part entre ces dunes, Laurence d'Arabie. On imagine l'officier britannique traversant l'Arabie en 1916 avec ses compagnons de route. Face au désert, il apprend le manque de tout. Il approche, dit-il, le plaisir dans la souffrance. L'homme ne s'entoure que de bédouins du désert, les seuls dignes de sa confiance, pense-t-il. Dans la péninsule, insigne honneur, il gagne le nom d'Al-Laurence. La soif, la faim, une nature hostile, c'est tout cela qui habite Saïd.
il a en lui la réponse au désert. Lui aussi est un bédouin, mais il appartient aux montagnes. Ça, c'est l'oued Selma. La rivière a donné son nom à mon village. J'y ai passé toute ma vie. J'y suis né. C'est la montagne ici. Et je ne partirai pour rien au monde. Je ne voudrais pas vivre ailleurs, en plaine. J'ai toujours vécu là, c'est mon pays. Je suis attaché à ces montagnes. Je n'aime pas descendre dans la vallée. Quand je voyage, c'est jamais plus d'un jour ou deux. Je rentre toujours très vite à Selma car ça me manque. Je suis très vite nostalgique. D'ici, il faut 3 jours de marche pour rejoindre la ville la plus proche. Plusieurs heures pour aller au village. Saïd vit en plein cœur des monts Hajar. Ce massif s'étend au nord-est du sultanat. Il vit seul pour s'occuper de sa palmeraie. Lorsque Saïd était enfant, il n'y avait pas d'école, pas d'électricité, pas de route. Saïd ne sait ni écrire, ni lire, ni conduire. Dans cette vallée, je me déplace uniquement à pied. Jamais en voiture. Je connais tous les wadis, toutes les rivières, tous les cours d'eau pour les avoir traversés. Partout où je vais, j'utilise ces pistes. Celle-là même qu'empruntaient mes ancêtres. Voilà, c'est ma vie. Moi, je n'ai jamais appris à conduire une voiture. C'est un peu tard. J'aurai bientôt 60 ans. Selon la légende, cette gorge étroite mène à l'ancien Sanaa, en français le village caché. On l'appelle ainsi car il disparaît derrière la montagne alors qu'on s'en approche. Longtemps protégé et à l'abri des regards, le lieu fut paisible et prospère. Un jour, un tyran le découvrit. Il s'empara des richesses et détruisit tout. Depuis cette triste histoire, Sanaa figure sur les cartes. Non loin de là, à Selma, la vie de Saïd se résume à quelques chèvres et à des arbres fruitiers. Parmi eux, les palmiers dattiers. Les dattes, c'est le fruit roi du sultanat. Dans cette parcelle, il y a 6 palmiers. Là-bas, j'en ai encore 5. Ils appartiennent à ma famille, à mes frères et sœurs, mes cousins aussi. Là, c'est moi qui m'en occupe. Et comme ça, j'ai plus de dattes pour moi. En tout, des palmiers, nous en avons 70. Ça, ce sont des fleurs de palmier. C'est là que se trouve le pollen. Je les mets dans ma tunique, puis je les arrose pour que le dattier puisse faire beaucoup de fruits. C'est comme ça qu'on pollinise les palmiers. Il faut bien les tremper, sinon ça ne marche pas. Et maintenant, je les emmène là-haut. Les dattes sont le sucre omanais. Les habitants en mangent à tous les moments de la journée. Cela fait 50 ans que Saïd monte au sommet des palmiers dattiers.
J'ai tout appris de mon père et des anciens. C'est la tradition ici. Depuis mes 14 ans, je travaille dans la palmeraie. Je m'occupe aussi de l'irrigation, ici et ailleurs. Sur les terrasses de la montagne et celles de la vallée. C'est comme ça depuis mes 14 ans. Depuis toujours, je ne fais que ça. C'est ma vie. L'eau est essentielle. Comme il est dit dans le Coran, tout a été créé à partir de l'eau. Tout vient de l'eau. D'où viennent l'homme, l'animal, les palmiers et les arbres? De l'eau. C'est notre âme, celle des palmeraies, des arbres, de toutes choses. Je n'ai pas peur. Même à 40 mètres. Je n'ai pas peur. À 40 mètres. Non, j'ai pas peur. Les monts Hajar culminent, eux, à 3000 mètres d'altitude. Barrière minérale où le temps semble figé. Autant d'espace et d'hostilité apparentes ont construit la vie des Bédouins des montagnes, l'esprit et l'identité de chaque tribu. Autrefois nomades, ils doivent leur survie à cette nature qu'ils ont su apprivoiser. En maîtrisant ses reliefs, ils ont fait surgir la vie là où il n'y en avait pas. Ce sont nos ancêtres qui ont aménagé tout le système qui permet de distribuer l'eau tout au long de la vallée, vers les canaux, puis les terrasses. Ça vient du sommet de la montagne et ça va jusqu'en bas. Tous les matins, c'est comme un rituel. Saïd surveille sa palmeraie et la traverse d'un versant à l'autre. Ce chemin escarpé est la seule voie possible dans ces montagnes. Le climat y est plus doux qu'en plaine. Les Bédouins ont choisi les sommets pour faire pousser des arbres. Saïd poursuit ce mode de vie ancestral. On mange et on boit grâce à l'irrigation, comme nos ancêtres avant nous. Nous sommes venus au monde et avons perpétué la tradition. Aujourd'hui, nous continuons à travailler et à vivre d'agriculture, de culture de palmiers, d'orangers. Toute la montagne vit ainsi, et au-delà encore. Les Bédouins font vivre le passé. Ainsi, ce vieux village autrefois abandonné. Les maisons à flanc de montagne sont entretenues pour éviter que jamais leurs souvenirs ne se perdent. Les jardins en terrasse enchantent les monts Hajar. Saïd y mène une vie solitaire. Il veille sur ses arbres qui nourrissent ses enfants. À flanc de montagne, les cultures donnent des légumes et des fruits. Là, ce sont des citrons. Ici, des grenades. Là, des pêches. De l'autre côté, ce sont des vignes. Saïd sait que le temps viendra de confier le sommet de ses arbres à ses enfants.
c'est tout cela qu'il chante. Venu de la palmeraie, sa complainte se perd dans l'écho de la montagne. فإذا تغاشاه المشيب توكرا والأربعون بلوغه لأشده فإذا انتهى الخمسون صار إلى الورى وإذا انتهى الستون حان حصاده كالزرع يحصد حين يمسي أصفرا. Saïd, bédouin des montagnes, fait pousser les arbres dans la pierre. Les citrons, les raisins et les dattes naissent dans sa main. Ainsi s'écoule la vie dans les Moajars. À plusieurs centaines de kilomètres des rivages du golfe d'Oman et de sa capitale, on trouve le Djebel al-Agdar, en français, la montagne verte. Le village de Balatsit compte une cinquantaine de familles. Il est situé aux confins d'un wadi, un canyon. Une piste y conduit depuis peu, mais le village a longtemps été inaccessible. Ici, pendant des siècles, les habitants ne pouvaient compter que sur le partage et l'ingéniosité. Alors, ils ont su maîtriser l'eau. À Balatsit, tout repose sur la transmission. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent de leurs parents cette simple vérité. De l'eau naît la vie. Moi, j'aimerais bien faire comme mon père et mon grand-père avant lui. C'est la tradition depuis toujours ici. L'agriculture, l'irrigation, l'entretien des félagues. Après mon père, ce sera à moi de transmettre ce savoir à mes frères et puis plus tard, à mes enfants aussi. L'eau de source est conduite des cimes vers les villages. Les canaux l'accompagnent là où elle doit aller. Toutes les parcelles de terre sont organisées de façon à ce que chaque famille ait sa part. Ce système d'irrigation porte un nom, les félagues. Nous sommes au cœur de la montagne verte. Ici, le murmure de l'eau est partout.
Ahmed et son fils sont nés là, à Balatsit. Ahmed est maître de l'eau. Son rôle est de veiller sur le grand félag de son village. Son autorité et son savoir sont respectés de tous. Depuis 5000 ans, les canaux n'ont cessé de se multiplier. Il fallait bien désigner des hommes pour en surveiller toutes les ramifications. Les maîtres de l'eau ont la vision d'ensemble du réseau, tissé comme une toile d'araignée. Toutes les semaines, je m'occupe de l'entretien de l'oasis. Je parcours les canaux et m'assure que l'eau s'écoule sans entrave. Chaque année, c'est un membre de la communauté qui est désigné. Cette année, c'est moi qui m'en charge. Je suis responsable de l'entretien comme de la distribution de l'eau. S'il y a quelque chose à réparer, je fais appel à mes enfants pour me donner un coup de main. On prépare ce qu'il faut pour réparer et on se met à la tâche. Nous apprenons à nos enfants le savoir des anciens. Si on ne leur apprenait pas à cet âge, ils ne sauraient jamais travailler la terre, ni s'occuper du félag. Ce qu'il faut faire pour l'entretenir au jour le jour. C'est pour ça qu'on tient à ce qu'ils viennent avec nous tout petits. Ils nous suivent partout. On est fiers d'eux comme de nos pères. Ainsi, personne ne pourra rester dans l'ignorance de notre culture. C'est pour ça que nos enfants nous accompagnent. C'est pour apprendre. Les maîtres de l'eau sont les gardiens d'un pan entier de l'histoire d'Oman. Les félags sont désormais classés au patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui encore, c'est sur eux que repose la vie dans le Djebel al-Akhdar. En veillant sur les félags, les maîtres de l'eau acquièrent une connaissance intime du système. Son bon fonctionnement repose sur eux. Jadis, des hommes ont gravi ces montagnes. Il y a 5000 ans, ils ont détourné le cours de l'eau. Une fois par mois, Ahmed et son fils montent jusqu'à la source. Ahmed, regarde, c'est ce félag qu'on va nettoyer. On va commencer par la source et poursuivre par les canaux jusqu'au village. Ces montagnes bénéficient d'un climat différent du reste du pays. Moins chaud l'été, plus froid et plus humide l'hiver. De novembre à décembre, des orages violents éclatent dans cette montagne. Une véritable bénédiction pour ces vallées. Le félag ne doit jamais être encombré. L'eau doit toujours couler. Rien ne doit l'arrêter.
Il ne doit pas y avoir de bestioles ou de moisissures. L'entretien de l'eau est important. Rien ne nous arrivera si le félag est bien entretenu. Grâce à Dieu, nos pères nous ont appris comment entretenir le félag avec de l'argile. Actuellement, on pourrait utiliser du ciment, bien sûr. Mais on préfère la méthode des anciens. On souhaite préserver la santé des gens et la beauté des félags. Tout le réseau de canaux a été bien difficile à creuser. Les anciens ont travaillé dur. C'était pas simple. Voilà pourquoi on tient à préserver cet héritage. Il faut prendre soin des canaux, de la qualité de l'eau et de son goût savoureux. Nous préférons donc maintenir le dispositif comme il a été créé à l'origine. Ceux qui nous ont précédés savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ahmed et son fils travaillent pour que Balatsit conserve son histoire. Ils vivent presque comme autrefois. La montagne garde précieusement les secrets des félags. Vivre ici, dans des régions retirées, c'est bien mieux que la ville. Là-bas, vous n'avez pas conscience du temps et des saisons. Vous passez votre temps à courir. Ce n'est pas le cas ici. Nous pouvons savourer le temps qui passe. Nous prenons la peine de nous rencontrer, de nous saluer. Nous vivons à l'ancienne. Nous ne sommes pas contaminés par la ville. Là-bas, il vous faut une voiture, une grande maison. Nous, ici, nos humbles demeures nous suffisent. Dans les Palmeraies, le canal principal se décline en un réseau complexe. Chaque arpent de terre, chaque terrasse doit être desservie. Pour que tout se passe bien, ce sont les maîtres de l'eau qui accompagnent la distribution. Ils connaissent toutes les ramifications du système et conduisent l'eau là où elle doit aller. On irrigue tous les 9 jours. Et l'eau coule jour et nuit. C'est ainsi depuis toujours. C'est notre organisation ici. Chacun connaît le système. Rien n'est écrit. Tout le monde connaît son tour. De midi à 16 heures, c'est le tour de quelqu'un. Puis un autre prend la relève jusqu'à 20 heures. Chaque villageois a sa part. Au sultanat d'Oman,
Les Bédouins détiennent des secrets immémoriaux. Hommes de tradition orale, ils racontent leur histoire et ainsi la perpétuent. Leur mémoire est inscrite dans le cours de l'eau qui ne cesse de couler.